Donc bonjour à tous. Donc merci d'être là aujourd'hui donc pour cette deuxième session sur l'intelligence artificielle dans OCI, donc la vision de l'intelligence artificielle par Oracle. Euh, donc nous allons continuer à nous intéresser au service d'IA. L'idée, c'est peut-être de s'intéresser un petit peu moins à la partie GenAI qui a été couverte donc ce matin avec Kevin et puis qui vient d'être encore bien balayé par notre collègue de chez NVIDIA. Et donc, l'idée, c'est de regarder l'intégralité des services que nous offrons au sein d'OCI, et puis peut-être de faire un petit pas en arrière pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, qu'est-ce que c'est que l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA, et comment c'est une opportunité pour, euh, pour les développeurs. Allez, commençons. Donc, le petit safe harbor habituel, on est sur une présentation générale des services, on n'est pas sur une proposition commerciale, vous connaissez la musique. Alors, l'IA. L'IA, pourquoi faire? L'IA, pourquoi faire? Euh, on vit dans un monde désormais où je pense que tout le monde a entendu parler de l'IA, étant donné la hype dans les médias spécialisés, mais également au niveau du grand public. Le nombre d'infos, de news, de tweets et autres qui tournent autour de ChatGPT, qui tournent autour de Gemini, qui tourne autour de tout ce qui se passe dans l'univers d'OpenAI est suffisamment importante pour que tout le monde se fasse une petite idée sur l'intelligence artificielle et sur ce que ça fait. La grande question qu'on peut se poser, c'est une IA, mais au sein d'une entreprise, pourquoi faire? Pourquoi faire le, comment dire, la motivation principale qu'on a avec les gens qu'on rencontre, nos partenaires et les clients qu'on peut rencontrer, c'est de faciliter le travail des collaborateurs et permettre finalement aux employés de se dégager du temps de manière à pouvoir les consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, c'est se dégager du temps, améliorer la qualité de son travail et pouvoir faire des choses à plus haute valeur ajoutée. Donc, on a quatre grands domaines finalement d'usage euh, d'application pour la partie intelligence artificielle. La première, comme je disais, c'est automatiser tout ce qui va être tâches chronophages, répétitives. Saisir des données, gérer des schedules, faire du support auprès des clients. C'est souvent finalement les supports niveau 1, niveau 2, niveau 3. Finalement, c'est toujours les mêmes use cases qui reviennent. Donc finalement, c'est des tâches qui pourraient et qui peuvent et qui sont automatisées de manière assez fiable avec de l'intelligence artificielle, avec du GenAI, mais pas que. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, on est vraiment sur tout ce qui va être automatisation de tâches. Le deuxième domaine d'application, ça va être sur l'analyse de données. L'analyse de données, alors on passe de business intelligence, on parle de toutes ces choses-là, mais finalement, l'intelligence artificielle est un superbe outil pour pouvoir analyser des données, un grand volume de données, que ce soit structurées ou pas structurées, pour identifier des motifs, des tendances, et finalement pouvoir permettre aux users de ces données, de cette data analyse, eh ben, d'avoir des décisions qui sont prises et qui sont entre guillemets motorisées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on est capable avec du machine learning, avec du GenAI, avec voilà, d'automatiser et de motoriser les décisions prises à partir des données d'entreprise. Le troisième grand domaine d'application, ça va être le monitoring. Donc le monitoring, alors quand on parle du monitoring surveillance, alors c'est vrai qu'on a en tête les caméras de surveillance dans la circulation, etc., qui permettent effectivement, qui sont un champ sur lequel l'intelligence artificielle apporte beaucoup. Mais on parle aussi du monitoring des réseaux. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec des clients telco. Il y a un des gros sujets sur lequel on travaille et on discute, c'est la surveillance des réseaux et les réactions automatisées. Donc on parle de self-healing network, dans lequel avec
la base de connaissances que ces acteurs des networks ont de GenAI ou autres services d'intelligence artificielle, on est capable finalement d'avoir des réseaux qui sont autoréparants et qui peuvent aller même jusqu'à, à travers de la GenAI, aller commander du remplacement de matériel, etc. Donc ça peut aller très loin et c'est des choses voilà, qui sont complètement automatisées, qui peuvent être rébarbatives dans certains cas et qui permettent de libérer un certain nombre de cerveaux, entre guillemets, pour pouvoir faire un peu plus d'innovation. Et enfin, le dernier use case qu'on a, ça va être sur le content, la création de contenu. La création de contenu, vraiment, on est dans le cœur du GenAI, c'est ces choses donc, qui sont en train d'arriver. Un exemple qu'on utilise assez régulièrement, mais qui se retrouve dans notre suite, par exemple, de RP HR, on a la possibilité pour du recrutement, de générer automatiquement une description de poste et de pouvoir poster ça sur LinkedIn ou autre. Voilà, donc c'est des choses qui étaient un peu rébarbatives et qui sont maintenant complètement automatisées. Donc on a GenAI qui est capable de publier tout ça, de générer ces descriptions de poste et qui est capable de générer voilà, des choses pertinentes. Sur la partie sommarisation, ce sont des choses qui sont aussi importantes quand on a des textes à analyser, des articles web à analyser. On a des services d'IA qui sont capables de résumer, d'analyser, de mettre des trends, etc. Voilà, donc c'est des domaines d'application, c'est quatre grands domaines finalement qu'on voit qui se dégagent. Mais ça ne doit pas être un carcan, hein. La créativité dans le monde de l'IA reste pour l'instant côté développeur et côté utilisateur. Donc, euh, donc, il faut garder en tête que voilà, c'est des domaines qu'on voit, mais toutes les autres idées sont bien évidemment bonnes à prendre. Si on regarde un peu notre position, nous, côté Oracle, par rapport à l'IA. Je reviens un petit peu en arrière. On va parler d'IA, des services IA d'Oracle, donc c'est-à-dire les services d'Oracle dans OCI. OCI, on a cette position sur l'IA qui est un peu similaire à notre position dans le cloud, c'est-à-dire que dans le cloud, on a coutume de dire que par rapport à nos concurrents, on est les seuls à être présents sur tous les stacks, c'est-à-dire du IaaS, du PaaS et du SaaS. Le SaaS étant motorisé par notre PaaS et notre PaaS par notre IaaS. Donc jusque-là, on s'y retrouve. Au niveau de l'IA, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si on part du haut de la pile, on va avoir notre SaaS, notre off SaaS, avec Fusion, ERP Cloud, etc., dans lequel on a un certain nombre de fonctionnalités qui vont s'appuyer sur les services d'IA et sur les services de GenAI. Dans Fusion, par exemple, on a un peu plus d'une cinquantaine de use cases qui sont présents, qui sont motorisés par les services d'IA disponibles dans OCI. Si je descends un petit peu, alors évidemment, j'ai mon stack IA Services, on reviendra en détail dessus, mais en gros, c'est le catalogue, tout le catalogue de services d'IA qu'on propose à nos clients dans son tenant, dans OCI. On a la partie data. La data, c'est et ça reste le nerf de la guerre, notamment avec l'intelligence artificielle, c'est primordial. Pour ceux qui étaient là à la séance d'avant, on a vu cette notion d'entraînement, de différence, etc., de RAG. Donc on a besoin de la donnée. La donnée, c'est quelque chose de primordial. Chez Oracle, la donnée Oracle, c'est la base de données. Donc la donnée, c'est notre ADN. On a notre offre de Modern Data Platform qui est motorisée, comme je disais, par la base de données convergente. Avec la dernière occurrence qui a été présentée début mai par Larry Ellison, qui est la 23 AI, qui est donc orientée intelligence artificielle, et donc qui permet de motoriser tous les moteurs, tous les services d'intelligence artificielle qu'on propose à nos clients. Et ensuite, parce que on a beau être dans le cloud et ça a beau être de l'intelligence artificielle, on a quand même une infra derrière qui fait tourner tout ça. Et donc, nous, on profite côté OCI d'un partenariat avec NVIDIA, un partenariat fort, et on a un certain nombre d'avantages au niveau de l'infra que je détaillerai un petit peu plus tard, mais qui nous permettent d'avoir des services IA qui sont performants. On va justement faire un petit zoom sur cette stack d'intelligence artificielle dans OCI, donc ces services d'intelligence artificielle dans OCI. Donc, cette fois, je vais repartir du bas, on va partir de l'infra. On a il y a trois grands enjeux, on va dire, au niveau de l'infra pour l'intelligence artificielle. Euh, le premier, ça va être trois grands avantages qu'on a sur cette couche-là. Ça va être la partie clusterisation.
Quand on a construit OCI, on a fait des choix au niveau de la virtualisation du réseau qui sont un peu différents de ce qu'ont pu faire nos concurrents, ce qui nous permet de mettre en place des clusters RDMA avec donc une très faible latence réseau et qui nous permet de faire des fermes de calcul très performantes. Alors on profite là-dessus, en fait on profite de notre expérience sur tout ce qui est HPC, donc toutes les fermes de calcul qui étaient utilisées avant l'intelligence artificielle, sur lesquelles on est présent, que ce soit dans le cloud ou on-prem depuis des années. Donc on a profité un peu de cette expérience-là pour justement l'apporter dans le cloud et donc dans l'apporter et qui profite maintenant à la partie intelligence artificielle. On a la partie compute classique avec les GPU. Donc, on a la partie bare metal, on a la partie virtual machine, on a la partie Kubernetes. On profite de notre partenariat avec NVIDIA pour mettre à disposition de nos clients des GPU de dernière génération, donc sur la partie bare metal, donc ça vous est dédié. Sur la partie VM, on peut même profiter de l'offre virtuelle GPU de NVIDIA pour avoir des GPU qui seraient partagés entre vos différentes VM, par exemple. Voilà, ce sont des choses, des niveaux de virtualisation qui sont assez poussés et qui permettent de motoriser les services d'intelligence artificielle. Ensuite, on a la partie storage qui reste importante puisqu'on parle de données, parfois de données non structurées. Donc, on a une offre autour du block storage, de l'object storage, pardon, du file storage, et on a notre petite spécificité du HPC file system qui nous permet de mettre des données, d'un volume de données important au moteur d'intelligence artificielle avec euh, des performances qui vont bien et qui sont nécessaires euh, pour faire tourner l'intelligence artificielle. Au niveau de la data, alors ces data, c'est une couche. Alors, j'ai coutume de parler de database et analytics layer. Les deux sont assez liés. Donc, on a un certain nombre de choses qui ont été incluses au niveau de la base de données. Si je prends l'exemple de l'Autonomous Database, par exemple, et même du MySQL HeatWave, avec l'AutoML, voilà, on propose à nos clients une certaine fonctionnalité, un certain nombre de fonctionnalités de machine learning qui sont complètement incluses dans la base de données, qui permettent aux développeurs rapidement de rajouter des modèles préconstruits qui sont adaptés à leur application. C'est-à-dire qu'on a le moteur qui est capable d'analyser les données et de dire, voilà, vous avez un modèle de machine learning qui fit particulièrement bien avec vos données, utilisez-la, qui permet donc de mettre à disposition ces fonctionnalités de machine learning à des gens qui finalement ne sont pas data scientists et qui ne sont pas spécialistes du domaine, mais qui peuvent quand même profiter de ces fonctionnalités. Si on parle de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont ajoutées au niveau de la base de données, si je prends la partie Autonomous, on a cette fonctionnalité qu'on appelle SelectAI qui permet de faire ce qu'on appelle le NL to SQL dans la littérature d'IA, c'est-à-dire du Natural Language to SQL. Il permet finalement à n'importe qui. Je prends l'exemple d'un dashboarding qui est mis à disposition d'un CFO, par exemple, qui peut très bien avoir un petit chatbox en disant pousse-moi les résultats de telle entité commerciale sur l'année dernière. Et derrière ça, on a donc la GenAI qui va générer les requêtes SQL et être en mesure de montrer les résultats. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Ça permet soit de mettre un peu plus d'interaction pour le end-user, soit de développer des applications assez rapidement. On a la partie donc purement base de données avec la 23 AI et la partie database vectorielle qui est présente, database vectorielle qui est très importante sur la partie RAC, comme on l'a vu ce matin, comme Kevin nous l'a présenté ce matin. Et enfin, une partie qui est importante, qu'il faut quand même garder en tête, c'est la partie data labeling. La partie data labeling, c'est un service qu'on met à disposition qui est très important puisque c'est quand vous faites, soit vous construisez votre LLM, ou quand vous faites du fine-tuning de modèles, vous avez besoin de données et vous avez besoin, alors soit vous faites un apprentissage libre, soit un apprentissage dirigé. Dans ce cas-là, vous avez besoin du data labeling qui va vous permettre de décrire entre guillemets votre donnée. L'exemple, c'est prendre des images de chats et de dire voilà, ça c'est un chat, ça c'est un chat, et tu vas t'entraîner là-dessus. Donc ça c'est la partie data platform et analytics, cette couche-là. Ensuite on a la partie AI services, donc on a là deux catégories. On a la partie purement GenAI avec le service GenAI et un certain nombre d'agents qui sont en cours de développement et certains sont déjà disponibles. Ce matin, on a parlé de la partie RAG Agent.
qui est primordial, dans le sens où si vous voulez comment dire, améliorer la pertinence des réponses d'un LLM et utiliser les données de votre entreprise, vous allez être obligé de déployer des architectures de type RAG et donc avoir au centre ce genre d'agents qui vous permettent vraiment de profiter au maximum euh, de, euh, de votre GenAI. Mais on a aussi, et depuis pas mal de temps, ce qu'on appelle le classical AI. Donc, on a un certain nombre de services. Donc, on a le Digital Assistant, le Speech, Language Vision et Document Understanding. Je vais très vite parce qu'on va faire un zoom dessus. C'est ça qui va nous intéresser un peu plus tard dans la démo, enfin, dans la présentation. Et justement, on va mettre un peu les mains dans le cambouis. On va regarder un petit peu comment on peut se servir assez rapidement de ces services. On a la partie SaaS, donc qui est au-dessus de tout ça, qui va s'appuyer sur les services d'IA, qui s'appuie sur notre couche de données, qui s'appuie sur notre infra. Tout ça, c'est assez logique. Hein, c'est une construction logique. Donc, comme je le disais, ça s'appuie sur tous ces services-là pour proposer des use cases business. Il y a déjà plusieurs dizaines en production. Alors, sur la partie GenAI, c'est relativement récent. Sur les classical AI, je pense notamment au document understanding, qu'on va détailler un peu plus tard. C'est des choses qui existent déjà depuis pas mal de temps. Donc, on a des services qui sont robustes. Alors, ça ne veut pas dire, et qui sont robustes et anciens, ça ne veut pas dire qu'ils n'évoluent plus. Je pense notamment sur la partie language, où on a fait une nouvelle itération il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des services qui continuent de vivre, et puis on en a d'autres qui sont en développement et qui arriveront au fur et à mesure. Alors, on a parlé la manière dont on a construit nos services IA, des avantages techniques qu'on a et qui sont apparus avec la construction d'OCI. Mais finalement, quand on est une entreprise, pourquoi Oracle plutôt qu'un autre? Alors, il faut garder en tête que quand on a construit OCI, quand on a construit nos services d'IA, on l'a construit de la même manière qu'on a construit OCI, c'est-à-dire que on a pour vocation, nous, à être euh, orienté entreprise. Donc, on a un cloud class enterprise et c'est la même chose pour la partie services, pour la partie AI services. C'est-à-dire qu'on a en tête, quand on construit ce genre de service, quand on a construit le cloud et quand on construit ce genre de service, c'est les contraintes business de nos clients. Et donc, notre volonté, c'est d'offrir des capacités de fine-tuning pour des usages spécifiques, des usages business. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va proposer des services donc, qui vont être spécifiques, qui vont être très rapidement intégrables dans un use case business, mais ça veut dire aussi que on a en tête que une entreprise déploie une application, elle n'est pas aussi agile que ce qu'on aimerait. Elle n'est pas aussi agile que ce qu'on peut voir dans un labo ou dans un, ou dans un atelier, comment dire, dans un studio de développement. Une entreprise, quand elle a une application, l'application elle dure des mois, voire des années. Donc, la différence de nos compétiteurs, c'est que c'est pas parce qu'il y a un nouveau LLM qui a été compilé, il y a une nouvelle version qui a été compilée, qu'on déprécie complètement le support qu'on peut faire pour les anciens modèles. Je prends un exemple, l'exemple de Cohere, où il a plusieurs LLM qui sont présents. Il y a des itérations qui sont faites quasiment toutes les semaines sur certaines parties, à un moment donné du développement, on n'a pas déprécié le support qu'on pouvait apporter sur les LLM qui étaient validés et déployés sur OCI. C'est-à-dire que quand vous utilisez un LLM, vous pouvez savoir que le LLM, il est dans OCI, cette version-là est dans OCI, et le support va rester pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est des investissements qui peuvent être pérennes pour une entreprise. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle tailor to your data. Donc, comme je disais, la donnée, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle en a besoin pour s'entraîner, elle en a besoin pour faire du fine-tuning, et elle en a besoin quand on fait du RAG, puisque elle va s'appuyer sur, le RAG Agent va s'appuyer sur les données via la base de données vectorielles, pardon, pour alimenter le LLM et construire des prompts qui sont de plus en plus pertinents. Donc, quand vous êtes chez Oracle, on va s'appuyer sur la moderne data platform avec notre base de données convergente. Donc vous avez toutes vos données qui sont dans la base de données, qui sont disponibles de manière performante en mode transactionnel, et sur lequel le LLM est capable d'aller chercher et s'alimenter pour donner et améliorer la réponse du LLM ou du service d'intelligence artificielle au sens large.
La sécurité et security and privacy, ça c'est quelque chose qui est important. C'est des questions que un certain nombre de clients se posent. C'est vrai que quand ChatGPT est arrivé, tous, nous, moi le premier, j'ai beaucoup joué avec ChatGPT pour voir ce qu'on pouvait faire avec. On a beaucoup de personnes, des indépendants, ou pas que, qui ont commencé à s'en servir de manière professionnelle. C'est un peu comme au début d'Internet. On a commencé à faire joujou, on a fait beaucoup de choses, et puis finalement, c'est seulement après qu'on s'est dit, mais la sécurité, mais mes données, où est-ce qu'elles vont? Tout ça, tout ça. Donc c'est là qu'on s'aperçoit, dans le cas de ChatGPT, bah, que les données, finalement, elles sont envoyées chez ChatGPT et que elles sont entre guillemets en clair. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est l'idée. Nous, quand on, quand vous travaillez avec les services d'intelligence artificielle dans OCI, la sécurité, c'est primordial. Ça a été primordial quand on a construit OCI, c'est primordial quand on a construit nos services d'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on a la garantie que Oracle ne fait sortir aucune donnée, aucune de vos données en dehors d'OCI et de votre tenant. Les données ne sont pas partagées avec le provider du LLM, que ce soit à des fins d'entraînement, de débugage ou autre. Non, 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 non. Aucune donnée n'est partagée, jamais. On a mis l'encryption de nos préoccupations, c'est-à-dire que vos données dans OCI, les données de l'entreprise, dans OCI, elles sont encryptées. On vous donne les clés, c'est vous qui gérez. Elles sont encryptées sur disque et ce qu'on appelle on-rest et on-transit, c'est-à-dire sont sur le disque ou sur le réseau. Donc vos données sont sécurisées, elles ne sortent pas. Que vous fassiez un entraînement de modèle dans OCI, du fine-tuning ou du RAG, euh, ça reste sécurisé et sous votre contrôle. Et le dernier point, ça va être la partie pricing, donc pricing et performance qui doivent être prévisibles. Donc on a, et c'est un peu une spécificité, on vous donne la possibilité de faire de l'IA suivant deux manières. On a la partie services shared, on va dire, donc classique avec du multi-tenant, une infra multi-tenant, qui a la particularité d'être évidemment cost effective. Ça, c'est certain, mais qui peut être un peu plus limité en termes de performance. Et donc, quand vous avez des gros besoins de performance, on a la capacité de déployer une infrastructure qui vous est dédiée, avec des GPU qui vous sont dédiés, pour faire tourner vos LLM les plus gourmands ou vos modèles d'intelligence artificielle les plus gourmands. Donc, ces quatre avantages qui sont importants, comme je disais, Oracle et orienté entreprise, donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nos end users, qui sont les entreprises, qui sont qui déploient des applications et des services d'intelligence artificielle. Euh, Si je reviens un peu sur les domaines de tout à l'heure, donc on se disait, j'ai quatre grands domaines, ok, d'accord, euh, c'est un peu générique. Quels sont les use cases qu'on voit, nous, apparaître de plus en plus au sein des entreprises qu'on contacte? Il y a quelques mois, quand on allait voir nos clients, que leur disait on a des services, est-ce que vous avez des use cases sur le GenAI? Beaucoup nous disaient, on est très intéressés, mais justement, est-ce que vous avez des use cases? Donc pour un petit peu ouvrir un petit peu les chakras entre guillemets et partager avec vous ce que nous on voit en termes de use case très concret sur la GenAI. On a la partie évidemment customer services avec des choses qui sont automatisées, avec l'historisation des conversations, une base de connaissances qui est accessible via l'IA et qui est capable via un chatbot d'apporter du service, du support aux clients de nos entreprises. On a la partie content génération, ça on l'a un peu évoqué, mais finalement, vous avez une mine d'or, la plupart de nos entreprises ont un ERP, ont déjà toutes les données. C'est souvent un pain point de passer sur la publication web, la publication d'articles, etc. Mais on a la partie GenAI qui n'est pas capable de faire ça, sur lequel on a des use cases, des use cases qu'on a vus. Euh, Dans les autres, alors je ne vais pas vous faire forcément le détail de tous. Dans les choses qui sont intéressantes qu'on a vues, c'est sur la partie, on va dire, virtual sales, qu'on voit dans les sites web d'e-commerce, mais qu'on voit de plus en plus aussi. L'idée, c'est d'avoir, suivant le parcours d'un utilisateur authentifié, de pouvoir lui proposer finalement un accompagnement sur le guider, sur ses prospections, sur les choses qui l'intéressent, etc. Donc, on a des clients qui sont très intéressés là-dessus. L'idée, c'est bien décidément de capitaliser sur sa navigation, sur ce qu'il fait, ses questions, sa satisfaction, de manière à être plus pertinent par la suite dans les services
ou dans les produits que nos clients sont en mesure de proposer. Donc, voilà, on a pas mal de use cases qui sont présents. On a sur la partie développeur, mais je reviendrai un petit peu plus tard, évidemment, la capacité d'utiliser l'IA pour accélérer les développements et donc d'avoir un go-to-market qui est beaucoup plus rapide, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur cette partie-là. Donc, on a vu la partie, donc les grands domaines, les use cases, les services. Je vous ai présenté le stack IA chez OCI. Il y a beaucoup de choses. Et encore, c'est une vue high level qu'on a vu. Et là, on peut se dire, c'est un peu OK, donc j'ai un use case, j'ai un certain nombre d'outils qui sont à ma disposition. Comment j'attaque ça? C'est la grosse difficulté, c'est-à-dire, finalement, j'entends parler beaucoup de LLM, de GenAI. Vous venez me présenter, Monsieur Brasseur, vous venez me présenter les AI services classiques. OK, comment je fais mes use cases, comment je choisis le bon outil pour faire le travail et le besoin que j'ai identifié, que j'ai en tête. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Il faut regarder exactement, est-ce que le LLM est la bonne réponse et la réponse appropriée à mon besoin? Le LLM, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça contribue fortement à la hype autour du LLM, ça c'est autour de l'intelligence artificielle. Mais la question c'est est-ce que le LLM est le seul choix possible et est-ce que c'est entre guillemets la voie royale? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ça, et notamment avec le site Hugging Face qui référence les LLM qui sont disponibles. Il y en a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. Et se pose la question de, OK, comment je fais pour choisir? Alors, j'ai des benchmarks, OK, mais les benchmarks, on a vu qu'il y avait un certain nombre de domaines de LLM qui ont été développés avec les benchmarks dans un coin de la tête. Donc, ils sont très performants dans les benchmarks, mais finalement, on peut se poser la question de la fiabilité du benchmark qui s'avère avoir beaucoup d'hallucinations, par exemple. Donc, ce qu'il faut avoir en tête quand on envisage de travailler avec un LLM, c'est que ce qui est sûr, c'est que ces LLM-là, notamment si je prends par exemple l'AMA2 qui est entraîné sur 70 000, qui est à 70 milliards de paramètres, c'est qu'ils sont entraînés sur un volume de données qui est considérable. L'entraînement d'un tel modèle, ça prend des mois, ça demande des centaines, voire des milliers de GPU. Donc le, le LLM est large. Il embarque avec lui une base de connaissances qui est importante. Il est particulièrement pertinent sur des choses qui sont longues et complexes. C'est-à-dire analyser un grand texte. Voilà. On a vu un des biais qu'on a sur les LLM, un des biais entre guillemets de hacking d'un des LLM, c'est finalement lui poser des questions très courtes. Si vous vous intéressez un petit peu au sujet du hacking entre guillemets ou du jailbreaking des IA, vous avez vu qu'il y a quelques mois, les petits malins se sont amusés à poser la question à ChatGPT, il me semble, sous la forme d'un seul mot répété en boucle. Et le LLM a fini par plus trop savoir quoi faire avec un seul mot et a craché des données qu'on pensait hallucinatoires qui se sont avérées être des données d'entraînement. Donc voilà, les LLM, alors ça permet de remettre une petite pièce sur la partie sécurité, mais ça permet surtout aussi de se dire, la LLM, c'est un outil, mais qui est quand même assez général et qui n'est pas forcément pertinent pour tous les usages. Euh, ce qui est l'intérêt du LLM, c'est que vous pouvez faire du translate, vous pouvez faire de la sommarisation, vous pouvez faire du chat et lui poser un certain nombre de questions. Il est assez versatile. Le point négatif, c'est qu'il est gros. De la ressource, de la puissance de calcul pour faire tourner un LLM. Il faut des GPU, voire du bar métal, voire des clusters si on veut faire du fine-tuning ou si on veut complètement construire son propre LLM, il va falloir des ressources quand même qui sont importantes. C'est des modèles qui sont gros, comme on dit, qui sont généralistes, donc ils sont souvent plus lents qu'un modèle qui serait spécialisé. Dans certains cas, l'utilisation d'un LLM, ils sont trop gros pour être utilisés et pour être déployés sur des services qui seraient un peu plus limités. Euh, donc, alors l'idée, c'est pas de dire que l'LLM c'est nul, l'LLM c'est parfait, mais c'est un outil et il faut savoir s'intéresser à ça et se dire dans quel cadre finalement je ne vais pas utiliser un LLM et je vais utiliser des services plus génériques d'intelligence artificielle. Le premier, souvent, ce sera sur la vitesse et la légèreté de déploiement. Alors la vitesse, ça peut être la vitesse, les performances du modèle en lui-même ou du service en lui-même, ou aussi la vitesse de développement.
autour du LLM. Ça peut être aussi la gestion des hallucinations. Les hallucinations, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme, mais les hallucinations, c'est quand le LLM qui est codé et qui est prévu pour répondre quelque chose à la personne qui l'interroge, il a été codé et prévu qu'il lui réponde quelque chose. Donc, quand il n'a rien à répondre, il répond quand même quelque chose. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et quand on a des use cases qui sont très, très spécifiques, qu'on veut faire ça de manière économique, et qu'il y a des services d'IA qui sont disponibles, il faut vraiment envisager cette possibilité d'utiliser des services qui seront plus spécifiques, avec des modèles qui seront plus, plus limités en nombre de paramètres, mais qui vont faire, qui vont être très précis, qui vont savoir faire ce qu'on leur demande. Excusez-moi. Euh, alors, comment ça se traduit? Comment ça va se traduire? Euh, En termes de bénéfices d'utilisation des services d'IA. Alors, l'intérêt des services d'IA, et moins ceux d'Oracle que je vais vous présenter, c'est que ce sont des choses que vous pouvez utiliser, que vous pouvez incorporer dans vos applications, même si vous n'avez aucune notion de ce que c'est qu'un réseau de neurones, du machine learning, du deep learning ou du data science. C'est des choses qui sont utilisables dans la console, on va le voir, qui sont utilisables via des API, et ce qui vous permet finalement d'utiliser des modèles state of art mis à disposition, alors nous dans notre cas par Meta et Cohere, si vous voulez quand même faire du GenAI mais un peu plus spécifique. Et donc ça vous permet voilà, très rapidement d'utiliser du GenAI, voilà, des choses qui sont déjà pré-packagées. C'est des choses, comme je disais, nous, on est orienté entreprise. Donc, quand on définit, quand on design un service, on a en tête des contraintes business. Donc, nos modèles sont entraînés sur des données dérivées de l'industrie qui nous permettent d'avoir des use cases qui sont optimisés pour la finance, du manufacturing, du retail, etc. On a souvent en tête de pouvoir les intégrer, nous, dans nos offres Fusion, SaaS en général, pas que Fusion. Ce qui veut dire qu'on a aussi cet intérêt pour nous d'avoir des services d'IA qui sont pertinents, qui sont orientés entreprise. C'est l'intérêt finalement d'avoir un moteur dont on est les premiers utilisateurs. Ils sont customisables pour votre propre usage, comme on a vu, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos données pour fine-tuner les generative AI, mais aussi sur les services plus classiques, on verra ça un peu plus tard, on vous offre la possibilité finalement de fine-tuner avec vos données ces services d'IA un peu plus classiques, entre guillemets. Euh, et ensuite, ce qu'on appelle les blessing class support, c'est-à-dire que nous, c'est des choses qu'on utilise, c'est des choses qui sont développées. On a des équipes de data scientists qui travaillent dessus. Vous avez un service qui est testé, qui est ready to use pour les développeurs notamment. C'est pour ça qu'on pense que c'est une mine d'or pour les développeurs qui doivent pouvoir incorporer tous ces services assez rapidement dans leurs applications, soit directement au sein de l'application, soit en mode sidecar, mais finalement sans avoir aucune notion de ce que peut être, comme je disais, un réseau de neurones ou autre. Alors, je vais me permettre maintenant, on va faire un petit zoom rapide sur les principaux services donc, qu'on met à disposition. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle l'OCI Digital Assistant. Donc l'OCI Digital Assistant, c'est un service qu'on met à disposition de nos clients. C'est une plateforme voilà, qui permet de construire des chatbots intelligents assez rapidement pour un customer support, par exemple, ou pour aider à l'achat sur un site web, pour faire du FAQ sur un usage qui pourrait être HR, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je pense au HR parce que c'est un use case qu'on a en interne, mais qui pourrait être voilà, sur n'importe quel FAQ. On pourrait motoriser un FAQ plutôt que d'avoir toutes ces longues listes rébarbatives qu'on a toujours un peu de mal à adresser à base de contrôle F, etc., d'avoir un chatbot sur le FAQ, de dire, bah voilà, je cherche telle réponse, merci de me les donner. L'intérêt de cette plateforme de Digital Assistant, c'est qu'on est capable d'intégrer d'autres services d'OCI. Je pense notamment à la partie speech qu'on va voir un peu plus loin, qui permet, à travers le langage, de transcrire via du texte et donc finalement d'interagir avec mon chatbot à l'oral. La deuxième
Deuxième service sur lequel que je voulais vous adresser, c'est la partie language. Donc la partie language, on va être sur tout ce qui va être, on va dire, il y a deux grands domaines d'intervention sur la partie language, sur ce service-là. On a la partie translate, donc on est en mesure de faire de faire de la traduction depuis à peu près une vingtaine de langues vers une vingtaine de langues, un peu plus d'ailleurs, mais ça grossit tous les jours, on en rajoute régulièrement. Ce qui vous permet éventuellement de faire grossir les applications et de déployer dans d'autres pays, par exemple une application ou un service de votre entreprise dans d'autres pays, voilà, de manière assez simple. Et ensuite, on a la partie, on va dire, compréhension de la langue et analyse de la langue. C'est-à-dire que, voilà, dans le petit screenshot, mais on verra un peu plus tard, on est capable d'identifier la langue, on est capable d'identifier quel sujet ça parle, et on est capable de mettre un petit peu de sentiment derrière ça. C'est-à-dire de dire, bah voilà, la personne dans ce texte-là, il est mention je sais pas moi, de vélo, et la personne n'est pas contente. L'intérêt, c'est que si je reviens un petit peu en avant, si je reparle de mon digital assistant, notamment quand je le mets face à un client, eh ben, il est assez simple finalement d'interfacer mon digital assistant avec mon OCI language pour me dire, bon, à la sortie de mon chat, avec le chatbot, dans quel état d'esprit était mon client. Plutôt que d'avoir la fameuse checkbox que 90% des utilisateurs ne remplissent pas, et moi le premier, vous pouvez avoir une analyse des échanges et de dire finalement, mon client de cette interaction-là, il est ressorti content ou pas content. Pas content, je peux déclencher une autre action derrière pour m'assurer de la satisfaction de mon client. Donc ça, c'est sur la partie OCI Language. Euh, Sur la partie donc speech, c'est ce que je mentionnais précédemment. Donc l'idée du speech, c'est de transcrire l'audio en texte. Alors là, dans Zoom, je ne sais plus si c'est motorisé par speech, mais typiquement, on peut le voir, hein. Vous pouvez activer la transcription. Voilà, c'est ce genre de fonctions qui sont à disposition. Alors, on rajoute derrière ça des capacités de timestamping, c'est-à-dire le texte, on peut y rajouter un peu d'intelligence, donc avec du timestamping, des analyses, etc. Là encore, c'est des services et des briques, hein. On peut les interfacer sans trop de problèmes, de manière à, je reviens toujours dans mon digital assistant, hein, dans mon chatbot. J'ai mon client qui m'a parlé, qui a interagi à l'oral avec l'intelligence artificielle, qui a été mise par écrit. J'ai fait et derrière, je fais du language et du sentiment analysis pour savoir exactement cette interaction, comment elle s'est passée du point de vue de mon client. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il n'est pas satisfait, etc. La partie vision, qui est souvent la partie la plus sexy à présenter, entre guillemets, puisque c'est visuel, donc on voit assez bien. L'idée, c'est depuis une image ou une vidéo, de pousser ça au service aussi à Vision, qui va être capable de comprendre les images, de faire une interprétation de l'image et de détecter des objets. On peut imaginer pas mal de use cases autour de ça. Là encore, hein, sur tous ces services-là, pas d'expertise data science exigée, hein. C'est le modèle qui va être capable de faire ça. Euh, Donc, on est capable de faire de l'object detection, on est capable de faire de la classification d'images, on est capable d'être un peu plus spécifique et de faire de la reconnaissance de visage. Voilà, donc, il y a pas mal de use cases qui sont intéressants. Alors, le CI Vision, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, hein. Un des use cases qu'on peut avoir, ça va être de l'analyse de comportement, peut-être, de se dire, j'ai un film ou un certain nombre d'images, je veux pouvoir faire de l'analyse de comportement, je sais pas moi, dans mon magasin, des clients, comment ils se comportent dans mon magasin et de le faire de manière automatisée, pour avoir les vidéos de surveillance avec une aide et une assistance pour la personne qui regarde ça en temps réel. Voilà, donc il y a pas mal de use cases qu'on peut imaginer. Euh, Sur Vision, alors j'en parle, mais c'est valable aussi pour d'autres services qu'on a à disposition. On est capable aussi, vous êtes capable de customiser, entre guillemets, de fine-tuner ce service. J'en parle que c'est des choses qui sont intéressantes sur lesquelles j'ai travaillé récemment, donc je me permets de faire un aparté là-dessus, c'est-à-dire que on peut le spécialiser un petit peu sur de l'object detection. Par exemple, on a fait un use case de, euh, d'éoliennes, voilà, à détecter. On voulait être un peu plus spécifique et sur des modèles un peu plus, voilà, de couvrir tous les types d'éoliennes possibles du marché et être sûr de ne pas les rater. Donc, on a labellisé des données qu'on a mis euh, via la console, on a mis à disposition du service qui a customisé de manière à être plus relevant, plus pertinent sur ces questions-là.
La partie document understanding, donc la partie document understanding, l'idée c'est d'avoir des documents de différentes formes, alors de formes physiques, hein, ça peut, c'est-à-dire, je peux avoir un chèque, un ticket de restaurant, une facture, etc. Donc c'est vraiment, là, on est vraiment sur des choses qui sont déjà présentes, nous, dans nos ERP, hein, c'est-à-dire qu'on a du document scanning et on a le service qui est capable de reconnaître ce que c'est, de faire une extraction des données et de pouvoir, sous la forme de JSON, extraire finalement les données et de les mettre à disposition d'une application. Euh, L'exemple bête, c'est les notes de frais, hein. Les notes de frais avec les receipts qui sont envoyés à l'application. Bon, l'application Document Understanding va extraire les données pertinentes et les mettre à disposition sous forme de JSON à l'application qui est responsable de la validation des notes de frais, par exemple. Voilà ce que je voulais présenter sur la partie service IA. Alors, j'ai été trop bavard, mais c'est pas grave. Je veux quand même qu'on regarde un petit peu concrètement comment cela se traduit quand on met les mains dans le cambouis. Tac, donc je vais partager tout mon desktop, ce sera encore plus simple. Donc voilà. Voilà tout mon desktop. Euh, Ce sera l'occasion aussi peut-être pour certains d'aller voir la console CI. Hop, moi je vais me connecter. Hop. Donc bienvenue dans la console CI. J'ai pas de retour, j'espère qu'on voit bien le partage. Euh, donc, je vais aller faire un tour. Donc la console CI, donc certains d'entre vous sont familiers de la console. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à aller faire un tour du côté du fruitière. Vous pouvez faire vos premières armes dans le monde de CI. Donc, je vais aller faire un tour sur Analytics et AI. Ce que je voulais vous montrer, donc c'est sur la partie vision qui est assez rigolote à regarder, la partie image classification. Donc voilà, vous voyez à travers la console, donc on a un certain nombre de services qui sont mis à disposition sur lesquels on va pouvoir s'amuser. Donc là, typiquement, donc c'est des images d'exemple qu'on propose. Donc là, on a poussé cette image-là. Le résultat qu'on voit, on voit des lignes de tension, on voit une route, on voit les lignes, on voit les tours, on voit la végétation et on voit une usine électrique. Donc voilà la tête de la requête d'un point de vue JSON et voici la réponse. Si je change d'image, je vais prendre celle-là par exemple. Euh, je vais juste hop, cacher un certain nombre de fenêtres flottantes de zoom. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Ah, je m'étais amusé. Donc j'avais pris des personnes marchant dans la rue. Donc je vais me prendre, hop, people par exemple. J'ai pris cette image-là. Si je la pousse, l'analyse, qu'est-ce que ça me donne? Hop, ça me montre des arbres, une route, des personnes à 96% qui marchent. Voilà, on a un certain nombre d'indications qui sont données. Si je reprends la partie Object Detection, donc là on a des exemples qui nous sont poussés avec les voitures. Donc on voit, il nous indique sur l'image, ben voilà, je vois ici qu'il y a un bus, je vois ici qu'il y a une voiture, ici il y a une voiture. Je peux voir des personnes, donc si je clique, il va me dire il y a des personnes qui sont dedans. Voilà, donc on a le service qui permet d'identifier sur l'image. Voilà, on voit très bien qu'il arrive à reconnaître des objets et à nous proposer un certain nombre d'informations qui pourraient être intéressantes. Typiquement, ce cas-là, on pourrait l'identifier, ensuite le suivre à travers des images. Il y a la partie text detection aussi, qui permet, par exemple, donc là, je lui pousse un panneau routier. Alors, là, il est particulièrement long, je ne sais pas pourquoi, on va partir sur le school bus. Donc voilà, sur lequel donc, le school bus il est capable, il me dit, bah voilà le test que j'ai vu school bus, donc il est où il est là, j'ai vu la plaque d'immatriculation, elle est là. Si je reviens ici, hop, voilà, qu'est-ce que j'arrive à identifier sur le panneau? Bah voilà, j'arrive à identifier tout ça. Donc sur la partie vision, voilà, on a pas mal de choses qui sont proposées. On a la partie, je vous parlais tout à l'heure, la capacité de customiser tout ça. Donc on est capable de créer un projet. Donc là, moi j'avais créé un projet, par exemple, pour customiser mon modèle d'iServices. Donc là, moi, je ne suis pas sur la bonne région, mais bon, bref.
Donc voilà, on est capable de créer un modèle à travers un certain nombre de jeux de données qu'on pourra avoir dans l'entreprise pour le rendre encore plus spécifique, encore plus spécialisé sur des services et d'analyse d'image. Si je prends la partie que je voulais vous montrer, ensuite c'est la partie language. Donc language, on est sur l'analyse de texte, donc on a la partie translation. Bon, là, par exemple, je peux vous faire ma translation. Donc là, bon, c'est un exemple, c'est un texte d'exemple qui est fourni. Donc, il est en train de compiler et il nous propose ça en sortie. Et on a la partie donc text analytics. Donc là, c'est pareil, bon, c'est un texte qui nous est proposé, mais on s'amusera avec d'autres textes un tout petit peu plus tard. Donc voilà en quoi ça se présente. Voilà, il a détecté le language, donc il nous dit que c'est de l'analyse. Hop, pardon. Il a détecté le language, donc il nous dit bah, que c'est de l'anglais, il est sûr à 100%. La classification, bah, ça parle, il nous dit quel est le sujet du texte. Donc ça parle du business et des opérations business. Donc là, on parle d'OCI et d'un certain nombre d'actions autour de ça. Il est capable d'identifier bah, les organisations. Donc là, il nous dit OCI, c'est une organisation. ISO, il nous dit que c'est un product ou une norme. APRA, c'est une organisation. Central Bank of Brazil, bien sûr, c'est une organisation. Donc voilà, il est capable d'organiser ce genre de choses. Il identifie les phrases clés qui reviennent de manière récurrente ou qui sont importantes dans le texte. Donc on parle d'OCI, c'est un texte qui parle d'OCI, donc effectivement c'est quelque chose qui est important. De déploiement de nouveaux services, donc effectivement il l'a bien compris. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de phrases clés qui sont identifiées dans le texte, qui peut être pertinent d'exploiter. Et ensuite on peut avoir une partie sentiment. Alors là on est sur une annonce de régulation d'un service, donc il ne détecte pas de sentiment. Voilà, donc on a un certain nombre de choses que le service est en mesure d'analyser et de faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, parce que là, donc c'est la console. La console, finalement, on peut faire pas mal de choses, mais on va pas mettre finalement la console à disposition de nos end-users. C'est pas comme ça tout à fait qu'on prévoit les choses. L'idée, c'est que ces services-là soient intégrés dans les applications et donc soient adressables via les API. Donc, ce que je vous propose, c'est que on regarde un petit peu. J'ai développé, récupéré et modifié un certain nombre de scripts en Python pour illustrer ça. Donc, je vous propose qu'on va regarder. Donc, je vais juste mettre. J'ai créé un bucket pour le Dev Week. Est-ce que j'ai des choses dedans? Non, j'ai pas de choses dedans. Donc, je vais juste uploader une image pour voir. Bah tiens, voilà, on va uploader ces deux images-là. Hop, hop, j'upload tout ça. Donc là, ça a été uploadé. Donc je vois dans mon bucket, j'ai mes deux images. Je vais aller voir mon code. Donc sur la partie image classification, oui, je vais bien travailler sur mon image doc.jpg, ça pas de souci. Donc on retrouve, vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la classification de mes images. Donc vous voyez, mon script, il est quand même très largement commenté, il fait moins de 90 lignes. Donc très rapidement, on est en mesure d'interagir avec les services d'intelligence artificielle. Sachant que j'ai une bonne partie, donc tout ça, c'est pour me connecter et pour utiliser le SDK. Voilà, rapidement, bah, je sais invoquer mon service et avoir un retour. Donc, si je prends l'exemple d'image classification, hop, je vais revenir. Donc, je pense là-dessus. Je suis là. Donc, je vais juste m'amuser à exécuter mon script. Hop, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc là, il s'est connecté sur le service IA. Il a récupéré l'image dans mon bucket que je lui ai précisé ici. Attendez, je vais sortir du mode plein écran de mon PowerPoint. Ça n'a pas de sens. Voilà. Hop, hop. Donc, je lui ai précisé mon bucket qui est ici, mon bucket for Debris. Je lui ai précisé le nom de l'image que je veux qu'il analyse. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, eh ben voilà, most probably, les objets que je détecte, eh ben, ça va être un chien, des chiens, une rue et pardon, une rue, enfin les deux notions de rue. Je vais juste vous montrer l'image qu'on a uploadée, parce que finalement, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, c'est celle-là. Donc effectivement, on est bon, il a détecté des chiens, essentiellement des chiens et une rue. Si je prends la deuxième qui est people.jpg, je vais m'amuser, donc qui est celle-là, hop, je vais juste people.jpg, hop. Si je refais tourner mon script,
Hop, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, il me dit qu'il voit pas le truc. Ça, c'est l'effet des mots. Est-ce que sous quel nom je l'ai mis dans le sous quel nom je l'ai mis? Ah, OK. Hop. Bon, vous voyez, c'est du live, hein, il n'y a pas de doute. Hop, je vais lancer mon analyse. Cette fois, il voit mon objet et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah voilà, j'ai analysé ton image. Qu'est-ce que je vois? Bah, je vois des arbres. J'en suis sûr à 97%. Je vois une route et je vois, alors là, il a vu majoritairement des chaussures, ce qui n'est pas faux. Euh, ce qui est pas faux, parce qu'on voit bien les chaussures ici. Maintenant, je vais utiliser ces images-là. Donc, je vérifie juste, je les ai bien mis ici, donc dans mon répertoire images de la DevWeek. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'objet de détection. D'abord, je vais travailler avec l'image qui est dans le bucket. Donc, je vais lui demander d'aller travailler avec mon image de chien, par exemple, dans le bucket. Je vérifie juste le nom, c'est bien qu'un D majuscule. Et je vais lui demander de m'analyser ça. Donc, le nom de mon script, c'est Object Detection. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sur mon truc, même sans fait. Euh, Hop, ça va trop vite. Donc, qu'est-ce que fait ce petit script? Eh ben, il va invoquer le service d'IA d'OCI pour faire un certain nombre d'analyses. Donc là, on a la version détaillée. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que, bah voilà, à cette position-là, j'ai détecté un chien. Cette position-là, j'ai détecté un chien. Alors, j'ai détecté un certain nombre de choses. À la fin, il nous fait un petit résumé de ce qu'il a trouvé. Donc, il a trouvé ce qu'on voyait tout à l'heure, les chiens, les voitures, un certain nombre de choses. Ce que j'ai rajouté, petite subtilité, ce que je me suis amusé à rajouter, c'est, puisqu'il nous donne la position, bah, c'est ce qu'on a vu un peu dans la console, c'est, je lui ai demandé juste pour le côté visuel de me identifier sur l'image ce qu'il voit. Ce qui donne en résultat cette image-là, c'est-à-dire que, et ben voilà, moi j'ai mon image en input, je l'ai envoyé à mon service d'intelligence artificielle, j'ai récupéré qu'est-ce qu'il a vu et à quelle position dans l'image, et donc je suis capable derrière d'identifier dans mon image, bah là voilà, là j'ai un dog, là j'ai un dog. Bon, là il m'a vu autre chose, mais c'est pas grave. Là j'ai une voiture, là j'ai un van, là j'ai un arbre, voilà. Donc j'arrive très rapidement à un résultat, vous voyez. Le script que j'ai, il fait quoi? Il fait une centaine de lignes. Donc très rapidement, très très rapidement, j'arrive à utiliser ces services d'intelligence artificielle pour produire un résultat. Euh, je vois le temps qui passe. Je vais juste vous montrer ça parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant sur la partie language. Donc, je me suis amusé à récupérer des tweets plus ou moins bidonnés, mais c'est pas grave, sur par exemple Oracle et sur Nvidia, sur les évolutions à la bourse et les annonces, etc. Et donc, j'ai écrit un script d'un peu moins d'une centaine de lignes, hein, vous voyez, hein, c'est toujours très, très, très simple à utiliser. Et je vais lui demander, bah, finalement, ce que je voudrais, c'est que tu me fasses une analyse de sentiments sur ces tweets-là. Donc, hop, j'exécute mon script. Hop, hop, donc là, il va travailler. Donc, dans le script, une des fonctions que j'ai pris, c'est de dire, bah, je veux identifier la langue. Si la langue n'est pas en anglais, je veux la traduire pour pouvoir relire le tweet éventuellement et puis pour avoir une base commune. Et ensuite, analyser les sentiments associés à chaque tweet et avoir un résultat global. Donc, ce qu'il me dit, c'est que là, il me prend tweet par tweet. Donc, il me dit, bah, le premier, il est plutôt, celui-là va être plutôt négatif, voilà. Donc, tous les tweets sont analysés un par un. Et à la fin, j'ai fait
une analyse du nombre de données que je vais donner en entrée pour qu'il me dise globalement, bah voilà, je sais pas, j'ai eu une annonce, l'action a augmenté ou a plongé. Globalement, qu'est-ce que la tutosphère en dit? Eh ben, on dit globalement que les sentiments sont négatifs à 75%, positifs, enfin neutres à 17% et réservés, on va dire, sur 7,5%. Donc c'est intéressant. Ça, c'est des choses qui peuvent être dédupliquées. Comme je dis, vous mettez ça à côté d'un chatbot que vous avez mis à disposition pour euh, un customer service, par exemple, et vous êtes capable très rapidement de savoir que votre client est content ou pas content de ce que vous avez présenté. J'arrête la présentation 30 secondes. Je voulais finir. J'accélère un peu sur la fin. Je suis désolé, j'ai pris mon temps sur la présentation. J'aurais pas dû. Juste pour la partie, juste finir sur une petite annonce qui a été faite la semaine dernière, qui est assez importante. Hop, voilà. Sur Oracle Code Assist. Donc là, vous êtes tous plus ou moins des développeurs, vous avez un intérêt sur le développement. Vous savez que nos concurrents ont tous annoncé des choses à ce sujet-là. Donc nous, on a un Oracle Assist qui arrive, qui est déjà utilisé en interne. Alors, on s'en sert pour améliorer évidemment la vélocité de nos développeurs lors des sprints, pour avoir une consistance de code qui est meilleure et qu'on a optimisé pour l'instant sur la partie Java et la partie SQL et les interactions avec OCI. Alors, comment va se présenter ce code assist? Eh ben, ça va être un plugin. Ça va être un plugin à installer soit dans Visual Studio Code, soit dans IntelliJ, qui va s'interfacer avec un LLM qui tourne dans OCI, donc il faudra avoir une souscription d'Altamont pour pouvoir motoriser le plugin, qui est adapté sur plusieurs types de langues. Alors pour l'instant, on parle de Java et d'SQL, parce que c'est la partie principale. Il y en a d'autres qui vont arriver, et qui est capable donc de générer du code et de faire un certain nombre de choses qu'on peut attendre d'un assistant de développement. En termes de capacité, si je fais un tout petit zoom là-dessus, on va être capable de générer du code pour améliorer la productivité des développeurs. Euh, et donc, on va avoir un time to market, par exemple, qui pourrait être plus court. On a la partie test case. Donc, l'idée, c'est d'être en mesure de générer des test cases pour améliorer la couverture des tests et s'assurer que on ne met pas en prod des bouts de code qui n'ont pas été testés. Donc, ça, c'est important. La partie documentation du code, évidemment. La partie gestion des upgrades et des performances. Donc, on va avoir un certain nombre de trends et d'insights qui peuvent être suggérés par le chat pour améliorer le code. Euh, donc la performance et également pour augmenter la qualité du code. Et enfin, une chose qui est importante, parce que on reboucle un peu sur notre orientation entreprise. On sait qu'il y a beaucoup de codes legacy qui sont dans les entreprises et qui ont beaucoup de mal à maintenir. Donc, on va avoir la fonctionnalité d'explain de manière à pouvoir permettre aux développeurs qui doivent maintenir un code dont il n'est pas auteur, d'avoir une explication littéraire, entre guillemets, du code, de manière à bien comprendre, à voir à quoi ça fait référence, quelle est la logique, etc., de manière à avoir une maintenance facilitée. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai un tout petit peu accéléré et chanté des choses à la fin, je m'en excuse. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera une joie de répondre à vos interrogations. Sur la partie, donc les use cases que je vous ai présentés, ils sont disponibles sur, alors, bon, c'est pas tout à fait, c'est une version adaptée, mais la source est disponible sur ce qu'on appelle le AI Solution Hub, c'est-à-dire que dans notre environnement donc, public d'intelligence artificielle, vous avez ce qu'on appelle le AI Solution Hub, sur lequel vous avez une vingtaine de use cases qui sont déjà présentés. Donc, on vous explique comment ça marche, une petite démo vidéo et surtout, il y a un lien vers un GitHub avec toutes les sources de manière à ce que vous pouviez très rapidement utiliser ces sources pour développer et commencer à mettre les mains dedans. Donc, en résumé, quand on a besoin de travailler avec l'intelligence artificielle, il faut être donc concentré sur ses besoins. Est-ce que le LLM est vraiment la bonne réponse? Est-ce que je ne peux pas utiliser des services déjà pré-packagés, pré-optimisés, pré-spécialisés? Les services d'intelligence artificielle donc, sont faciles à utiliser, hein, comme vous pouvez le voir. Mes scripts, ils sont quand même très simples.
vous pouvez rapidement, si vous avez la curiosité d'aller sur le hub, iSolution Hub, ce soir, vous pouvez avoir développé déjà vos premières applications d'intelligence artificielle et donc cost-effectif comme on a pu voir. Voilà, je suis just in time. J'essaierai de répondre à vos questions dans le chat. Si vous restez en ligne, n'hésitez pas. Super, merci Frédéric.